Ambassade de France, auprès du Saint-Siège. La nouvelle vient de tomber. Le conseiller de l'ambassadeur Jean-Philippe Thiellet est déjà sur le pont et prévient tout le monde. Laurent, c'est Jean-Philippe. Bon, tu sais tout, j'ai besoin de rien te dire. Ah bon, d'accord. Eh ben oui, le pape est décédé à 21h37. On a commencé à le savoir aux alentours de 22h15. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Ça a été annoncé aux journalistes avant d'être annoncé officiellement. Hugues, un des 2 policiers que compte l'ambassade de France au Vatican, met le drapeau en berne, comme le veut le protocole. J'ai eu personne à Matignon, mais je pense que l'ambassadeur a fait tout ça. Enfin, mais l'ambassadeur rentre de dîner, là, il n'est pas encore... Arrivée de l'ambassadeur qui a dû quitter son dîner, il est passé prendre sa secrétaire sur le chemin. On ne prévoit jamais. Comme il faut, parfaitement, on n'est pas là. L'ambassadeur retrouve son conseiller qui, depuis le début de la soirée, informe l'Élysée. Vous avez eu le récit précis point minute par minute? J'en ai des morceaux, mais vous en avez pour longtemps encore? Est-ce que vous voulez que je décrive tout précisément? Vous êtes assez précis. D'accord. Je fais ça en 2 points, alors le message officiel et puis ce qu'on en sait. Oui. Ok. J'arrive dans 5 minutes. Oui. Bon. Quel va être votre rôle Là, dans les prochaines minutes. Mon rôle, ça va être d'envoyer à Paris tout ce qu'on ne pouvait pas envoyer tant que la nouvelle n'était pas sortie et qui maintenant, qu'on a commencé à préparer, qu'on va préciser en fonction des derniers éléments qu'on a, et de façon à ce que Paris ait un peu tout le mode d'emploi sur la façon dont ça va se passer dans les prochains jours. Si vous pouvez essayer de me préparer une note verbale qui reprend, ça c'est celle de 78, donc vous vous collez plus ou moins sur le modèle. Enfin bon, vous essayez de nettoyer déjà et je m'occuperai du reste, comme ça on essaye de l'apporter. L'urgence, rédiger les condoléances du président français aux autorités du Vatican. Un texte écrit à partir du dernier exemple, un communiqué daté de 27 ans, signé alors de la main de Valéry Giscard d'Estaing. C'était pour la mort de Jean-Paul Ier. Les journées qui viennent vont être chargées pour l'ambassadeur et son équipe. Dans quelques jours, c'est eux qui devront accueillir la délégation française. À partir de ce soir, l'ambassadeur doit jouer de son influence et de ses relations pour que les cardinaux élisent un pape proche des positions de la France, surtout en politique étrangère, comme Jean-Paul II l'a été en condamnant la guerre américaine en Irak. Alors pour les condoléances au Vatican, le diplomate pèse déjà chaque virgule. Bon. Elle est datée du 2, et pas du 3. Oui. Alors... Monsieur l'ambassadeur, chaque mois, son importance? On essaye d'être précis, vous savez. C'est quelque chose qui est finalement très important. Le flou, ça peut faire ensuite des complications. Pour vous donner un peu une idée sur l'aspect concret, si vous voulez, les outils, il y a l'annuaire pontifical, ça c'est intéressant, il faudrait que vous le consultiez. C'est une espèce d'annuaire qui dit tout sur le fonctionnement de l'Église. Et donc là, dans tout ce qu'on envoie pour enseigner Paris, il faut vérifier les dates, il faut être sûr qu'on ne s'est pas trompé, les dates de naissance, les nationalités. Parce que les cardinaux, il faut bien les connaître maintenant. Chacun d'eux détient la souveraineté de l'Église. Tous ensemble, et donc ils ont tous un avis, un homme, une voix. Au Vatican, le pape n'est pas encore enterré que les grandes manœuvres ont déjà commencé. Originaires des pays riches ou des pays pauvres, intégristes ou progressistes, jeunes ou vieux, 115 cardinaux, tous potentiellement éligibles, vont arriver dès demain du monde entier pour nommer le successeur de Jean-Paul II. Officiellement, ils vont choisir en leur âme et conscience, mais déjà tous les grands de ce monde s'apprêtent à les courtiser pour tenter d'influencer leur vote. Rome, le lendemain matin. Des milliers de pèlerins convergent vers la place Saint-Pierre. Une foule immense est déjà massée
sous les fenêtres des appartements où repose encore la dépouille du pape. Marco Politi, lui, est là pour travailler. C'est un des hommes les mieux informés du Vatican. Journaliste dans un grand journal italien, il passe son temps à décrypter les arcanes de l'Église. Il est ce qu'on appelle un vaticaniste. Les 115 cardinaux électeurs se retrouveront en conclave et voteront 2 fois par jour jusqu'à décider qui d'entre eux sera le chef. C'est clair qu'aujourd'hui, on a donné la date du conclave. Alors, c'est le 18 avril. Alors, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les cardinaux ont décidé de faire vite, de ne pas laisser passer trop de temps. Et d'aujourd'hui commence une période de presque 10 jours très serrée des contacts, des conversations qui seront derrière les coulisses. Tout se passe, les vraies choses se passent derrière les coulisses. Et surtout, ce sont généralement des petits repas, des petites conversations. Et généralement, il n'y a pas même le secrétaire d'un cardinal et l'autre. C'est vraiment un secret. À quelques minutes de la place Saint-Pierre, l'église Saint-Louis des Français, le quartier général des catholiques francophones à Rome. Ce dimanche matin, Max Cloupet, le maître des lieux, s'en souviendra. Simple prêtre, il officie à la place de Monseigneur Boccardo, le secrétaire général de la Cité du Vatican, en personne. Monseigneur Max Cloupet a dû remplacer au pied levé ce proche du pape défunt pour célébrer la confirmation de 2 de ses fidèles, prévue de longue date. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est dans la peine que sont nos cœurs aujourd'hui, après le départ du Saint-Père, qui depuis des mois savait parfaitement que la rencontre allait s'approcher. Elle est venue, soyons dans la paix, comme lui est parti dans la sérénité et dans la joie. Si Max Cloupet se rappellera longtemps de ce jour, c'est aussi parce que pendant quelques heures, il a dû garder un secret. Un secret partagé par peu de personnes au Vatican et que lui a confié la veille celui qu'il remplace, le cardinal Boccardo. Ils vous ont prévenu quand? Dans la nuit. On vous a dit quoi? Il m'a dit le pape... Enfin, si vous voulez tout savoir, il m'a dit le pape sera mort dans 1 heure. Il m'a appelé hier soir à 8h30 et je ne peux pas venir. Alors il a téléphoné au cardinal Ruini pour que celui-ci me donne les pouvoirs. Accolé à l'église Saint-Louis des Français, le centre d'accueil de la paroisse. Nous sommes au cœur de la sphère d'influence de l'épiscopat français au Vatican. Avec la mort du pape et le début des grandes manœuvres pour sa succession, la maison de Max Cloupet est devenue un endroit stratégique et très prisé par le clergé français. Une chambre, oui, t'en veux combien? Écoute, non, on est en train de gérer au mieux le logement des évêques. On ne sait rien encore pour la date précise. Ça n'est pas... Non. Mais pourquoi vous venez avec beaucoup d'évêques? Écoute, normalement, on aurait dû être en assemblée plénière cette semaine. Quoi. Donc... Moi, j'ai un certain Lustiger qui a été évêque chez vous. Lustiger, oui, c'est ça. Oui. Mais même pas, il est à la retraite. Oui, mais il a une chambre ici. Et quand j'ai dit à sa secrétaire hier, mais il va aller loger à Sainte-Marthe, elle m'a dit, oh non, jusqu'au conclave. Tu aurais quelques chambres de disponibles éventuellement? 1 ou 2, pas beaucoup. On reprend contact de toute façon, oui. 2 ou 3 chambres, c'est bien. Oui, 2, 3, ça sera beaucoup, mais enfin... 2, c'est bien. 2, c'est... oui. C'est mieux que rien. Allez, ciao. Ciao, merci. Monseigneur Lustiger est le premier cardinal français arrivé à Rome. En tout, ils seront 5 à voter. Réformiste, mais très respecté par les conservateurs, c'était un proche de Jean-Paul II. Son influence est grande et les autorités françaises espèrent pouvoir compter sur lui pour faire entendre leur voix. Monseigneur, on peut vous demander où vous allez? Je vais auprès du pape. Depuis quelques heures, la dépouille de Jean-Paul II est exposée au public. Un public pour l'instant encore trié sur le volet.
Seuls les diplomates et les religieux de haut rang ont leur ticket d'entrée. Max Cloupet, lui, suit les cérémonies à distance. C'est tellement un ambassadeur, là, parce que on a arrêté le service à cause de lui. La France ne peut pas avoir de pape. Si. Je ne vois pas lequel, mais c'est pas impossible que la France en ait. Celui qui pourrait l'être, c'est le cardinal Lustiger, mais maintenant il est trop âgé. Il a 78 ans. Et puis, trop personnel et trop original. Il n'entre pas facilement dans les canons. Au même moment, en France, à Lyon. Un autre des 5 cardinaux français qui vont prendre part au vote s'apprête à célébrer une messe en hommage à Jean-Paul II dans la cathédrale Saint-Jean. Ce cardinal, c'est lui, Philippe Barbarin. À 54 ans, c'est un des plus jeunes cardinaux du futur conclave, mais aussi un des plus conservateurs. Rond dans les manières, mais plutôt carré sur les principes, il doit sa carrière fulgurante à Jean-Paul II. Seigneur, vous allez représenter tous ces croyants à Rome? J'espère, oui. Enfin, c'est surtout eux qui vont prier pour moi pour qu'on en choisisse un bon. Il faut Pour l'aider dans sa tâche, Philippe Barbarin compte sur le père Vincent Feroldi, son fidèle directeur de la communication. Alors, je vous dis bonjour de tout mon cœur. Et je reviens, mais je vais saluer monsieur le grand rabbin qui vient exprès pour nous dire bonjour. Monsieur le grand rabbin. Je voulais vous dire un grand merci pour... vous savez la joie que vous nous faites d'abord. Mais un grand merci pour tout ce que le pape Jean-Paul II a eu comme geste de fraternité à l'égard de notre communauté. Qu'il repose en paix dans le jardin d'Éden et que vous-même, vous ayez l'esprit de sainteté pour choisir le meilleur pape qui soit pour l'humanité. À moins que ce soit vous-même. Je ne l'exclus pas. Il n'y a pas de risque. Je ne l'exclus pas. Oui. C'est au cours des Journées mondiales de la jeunesse que Jean-Paul II a repéré Philippe Barbarin. 7 ans plus tard, il le nommait cardinal. Alors c'est par une phrase de son père spirituel qu'il a choisi de conclure son homélie. L'amour ne se contente pas de regarder. Engagez-vous. Accomplissez votre mission quand viendra l'heure de votre génération. Et c'est sur cette phrase, frères et sœurs, que je voudrais terminer parce que je la trouve belle, parce qu'elle a été prononcée ici à Lyon, parce qu'elle s'adresse à la génération qui monte, et parce qu'elle lui dit toute l'espérance que nous mettons en elle. L'amour ne se contente pas de regarder. Lève-toi et marche. Merci, monsieur le président. Monseigneur Barbarin est réputé proche d'un des cardinaux conservateurs les plus en vue dans la course à la succession, le cardinal Scola, un Italien. Voilà, en voilà du beau monde. Vous m'autorisez juste à boire un verre d'eau avant? Vous êtes super. Eh bien, dis donc, c'était beau. Monsieur le chanoine, vous êtes content? C'est bien, hein? Ah, d'accord. Scola, le cardinal de Venise, un nom que pour l'instant Monseigneur se refuse à donner. Voilà. Est-ce que vous avez tous l'accord de monsieur Feroldi? Voilà. Si vous avez l'accord du père Vincent Feroldi, alors moi, c'est oui. Vous savez pour qui vous allez voter? Oui. Mais je vais peut-être changer d'avis pendant les 15 jours. C'est-à-dire, je pars avec une idée, un désir qui est dans mon cœur depuis longtemps, mais évidemment, comme il y a 15 jours de concertation, je verrai peut-être qu'il y a mieux que ce que je pensais, et je suis tout à fait prêt à changer d'avis. Merci. Merci à vous tous. Quant à son éventuelle candidature, son chargé en communication a une réponse toute faite. Jean-Paul II approchait de la soixantaine quand il a été élu. Le cardinal approche des 55 ans. Il est jeune, il faut peut-être lui laisser le temps de mûrir. Retour à Rome, à l'église Saint-Louis des Français. C'est l'heure du déjeuner pour tous les pensionnaires du séminaire. Et du Fils et du Saint-Esprit. Depuis 2 jours, Max Cloupet a une place réservée à ses côtés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le visiteur qu'on attend ici, c'est le cardinal Lustiger. Il revient du Vatican.
C'était aujourd'hui la première réunion préparatoire au conclave qui rassemblait les cardinaux déjà arrivés à Rome. Une congrégation dans le langage des cardinaux. L'occasion de tester quelques noms et de tenter quelques rapprochements. Passionné par son attention à tous ses confrères. Mais de cela, personne ne souffle mot à table. Le cardinal Lustiger reste plus muet qu'une carpe. Il dit rien. Il sait tout, il dit rien. Il a commencé le repas comme ça. Je lui ai demandé si la congrégation générale avait été bonne. Il m'a dit « je peux même pas répondre ça ». Voilà, alors c'est... Pour quelle raison? Ah, il est tenu au secret. C'est si strict que cela? C'est le secret absolu. Ce qui se passe dans les congrégations de cardinaux, on n'a pas à savoir ce qui s'est passé. C'est le secret du Vatican. On n'en saura pas plus. Max Cloupet, lui, continue à accueillir ses hôtes. Alors, vous avez fait bon voyage? Très bon, sauf que nous avons échappé à une bombe. Ah, bon. Une alerte à la bombe à l'aéroport de Rome. Après le cardinal Lustiger, c'est au tour du cardinal Honoré, l'archevêque émérite de Tours, de prendre ses quartiers à Saint-Louis-des-Français. Alors, vous n'êtes pas cardinal titulaire. Vous n'avez pas le grand appartement. Alors ça, je m'en doutais bien dès que vous m'avez dit que le cardinal titulaire était là, était arrivé. Le cardinal Honoré sera présent pendant toute la durée du conclave, mais il ne votera pas. Voilà. Ayant passé l'âge des 80 ans, je serai dans la coulisse. Mais vous dites ça avec coquetterie, parce que personne ne le croit. Même non votant, vous aurez une influence? Ah, ben oui, parce que on se fait une opinion, enfin, on rencontre les uns et les autres, et puis on mûrit un peu, si vous voulez, le profil que pourrait avoir le futur pape. Le cardinal Honoré est arrivé. Et il se trouve juste en face au numéro 05, si vous voulez. Le cardinal Lustiger n'a pas vu son collègue et ami depuis longtemps. Monseigneur Cloupet a bien fait les choses, ils sont maintenant voisins. Et vont pouvoir converser entre cardinaux, à l'abri des oreilles indiscrètes. Au Vatican, la dépouille du pape n'est toujours pas accessible au commun des fidèles. Là, qu'est-ce que vous faites? Je passe une tenue un peu plus conforme avec l'esprit du moment. Abandonner la chemise bleue pour la chemise blanche, mettre une cravate un peu plus sombre. Voilà. C'est pas la grande tenue des cérémonies officielles qui est l'habit, le queue de pie. Mais bon, voilà. On ne se présente pas devant le pape avec une chemise bleue. Jean-Philippe Thiellet, le conseiller de l'ambassade, va profiter d'un message qu'il doit porter en main propre au Vatican pour s'incliner devant le pape défunt. Pour l'occasion, il se rend place Saint-Pierre accompagné de son épouse. C'est un privilège. Au lendemain de la mort du souverain, les membres du corps diplomatique et leurs familles peuvent aller se recueillir devant le catafalque. Problème, les curieux et les fidèles qui espèrent eux aussi pouvoir rendre un dernier hommage à Jean-Paul II se pressent déjà à l'entrée de la basilique. Il faut réussir à rentrer. En fait, on va essayer de rentrer par la porte de bronze, mais c'est justement à ce moment-là qu'à mon avis, il faut couper. La porte de bronze, c'est là-bas, c'est l'entrée officielle des visiteurs de marque. Les carabiniers laissent passer Jean-Philippe et sa femme. Pas notre caméra. L'ambassadeur, lui aussi, se rend au Vatican. La rumeur court à Rome, le prochain pape serait italien et conservateur. Pierre Morel doit profiter de sa visite pour glaner des infos à ce sujet. Il ne sait pas encore si le président Chirac sera le chef de la délégation, mais il sait qu'à Paris, on va lui demander des éléments précis sur cette rumeur.
le chef de la délégation, la haute autorité française qui vient, arrive dans ce que vous verrez aussi, qui sera extraordinaire. Il sait en gros ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas donner tous les détails, il faut sélectionner, il faut aller à l'essentiel, si vous voulez. Et la tendance, si vous voulez. La tendance, c'est-à-dire la photo et la tendance, si vous voulez. La tendance, est-ce qu'on se dit que ce sera plutôt un italien? Voilà, alors, bon, tout le monde dit ça, mais il faut pondérer énormément de choses, surtout pas de simplisme en moment, c'est le meilleur moyen pour se tromper. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de rumeurs, même chez les cardinaux. Exactement, il faut pas tomber là-dedans. Et puis même de contre-feu allumés. Oui, non, mais tout ça est plein de détours, si vous voulez. C'est de l'analyse politique qui est de votre ressort. Voilà. Ça, c'est le cœur du métier de l'ambassade, si vous voulez. L'ambassadeur rentre à titre officiel au Saint-Siège. Cette porte est la frontière entre la ville de Rome et l'État du Vatican. Nous décidons de rester dans la voiture et de continuer à filmer. C'est l'occasion pour nous de pénétrer en cachette dans la cité interdite. Alors nous allons, parce qu'il y a plusieurs entrées, quand on entre dans la basilique, l'entrée c'est ce que vous allez voir là, la porte Sainte-Marthe. Le bâtiment de Sainte-Marthe, c'est là que vont habiter les cardinaux. Et ils vont tous être là, les cardinaux qui viennent du monde entier, voilà, tout ça, c'est l'hôtel des cardinaux. Alors là, c'est quand les cérémonies, c'est la petite porte qui est sous la... Et là, nous passons cette partie pour rejoindre ce qu'on appelle l'arc des cloches, l'arco delle campane. Et c'est là que je vais descendre pour rejoindre le parvis. Et vous, à partir de ce moment-là, bonne chance. Et aucun tournage n'est autorisé ici. Nous sommes rentrés ni vus, ni connus. Et là, je vous laisse. Allez, merci. À tout à l'heure. Oui. Lâchés seuls dans le Vatican, nous en profitons pour nous glisser avec notre mini-caméra parmi les chauffeurs. L'instant est privilégié, nous nous permettons une petite visite discrète. Nous croisons les futurs électeurs du pape qui se font les premières civilités, les appartements privés du souverain, côté cour, la résidence Sainte-Marthe, où seront logés tous les cardinaux pendant le conclave, un bâtiment tout confort, construit à la demande de Jean-Paul II. Mais nous ne nous attarderons pas. Le périmètre est truffé de caméras de surveillance. Retour place Saint-Pierre. Pour les fidèles et les touristes, il faut se contenter de suivre le recueillement des diplomates sur écran géant, en attendant l'ouverture au public. L'ambiance sur la place est festive. Au Vatican, c'est une toute autre partition qui se joue autour de la dépouille. Nous retrouvons le conseiller de l'ambassade à sa sortie. Là où il y a beaucoup de monde qui sont tout l'entourage du Saint-Siège, donc les employés, la famille pontificale. Donc il y a beaucoup de monde, beaucoup d'Italiens en majorité. Donc on fait la queue, certains font moins la queue que d'autres, et puis il y a des ministres qui arrivent en flux assez régulier. Et, des ministres italiens? Des ministres italiens, oui. Cela n'a échappé à aucun diplomate, il y a des politiques, beaucoup de politiques italiens. Silvio Berlusconi et ses ministres se sont déplacés en nombre. La rumeur d'un complot des conservateurs italiens semble se confirmer. Pierre Morel, notre ambassadeur, est lui de retour du Saint-Siège. Il convoque son conseiller ecclésiastique, un prêtre rémunéré par l'État, une particularité de cette chancellerie. L'ambassadeur lui aussi a remarqué l'effervescence des Italiens et veut vérifier un tuyau glané dans les couloirs du Vatican. Autre personne sur laquelle il faut que vous vous renseigniez, c'est mes conversations. Voilà, Sardi. Alors Sardi est un personnage important, ça il faudrait que vous vous ajoutiez au portrait. C'est apparemment le vice-camerlingue. Le camerlingue, c'est le pape par intérim, celui qui règle les affaires courantes en attendant l'élection. Paolo Sardi est son bras droit, quelqu'un qu'il faut absolument jauger. Qui est-il? Un allié de la France ou un proche des conservateurs italiens? Sardi a été... sa fonction principale jusqu'à maintenant, c'était d'être un des principaux rédacteurs des projets de discours du pape.
Donc, si vous voulez, riche expérience. Bon, on va regarder un peu ce qu'on a sur lui. Sardi, apparemment né en 1934, ordonné en 58, archevêque, donc nonce apostolique. Il est rattaché, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il est rattaché à disons, au cabinet de la secrétaire d'État. Et vous demandez pourquoi vous vous intéressez à ce cardinal? Non, c'est pas un cardinal, c'est un archevêque, simplement parce qu'il est vice-camerlingue. Vous pensez que c'est quelqu'un qui peut compter dans les... Forcément, il est l'adjoint, donc on essaie d'approfondir un peu nos indications à son sujet. On peut intégrer ces quelques éléments dans le télégramme qui raconte la journée. Oui, je trouve que c'est ça qui est le mieux. C'est ça qui est le mieux. Monsieur l'ambassadeur? Oui. Comment vous est venue l'idée de vous intéresser à M. Sardi? Parce que j'ai entendu dire, on m'a expliqué, c'est lui le vice-camerlingue et il est très actif. Bon, on intègre et on... C'est quelqu'un de confiance qui vous l'a dit, c'est... Oui, non, c'est de très bonnes sources, quelqu'un qui le connaît bien, donc bon, ça permet de le présenter. La fiche signalétique de Monseigneur Sardi arrivera le soir même à Paris. Ça, il faut qu'on le relise demain, qu'on teste, et puis bon, ça partira pas les minutes matin. Pour en savoir plus sur ce fameux complot des conservateurs italiens, nous retrouvons Marco Politi, notre vaticaniste. Il veut tenter de nous faire rentrer là où le pouvoir s'exerce, au cœur de l'administration du Vatican, qui reste largement aux mains des conservateurs. C'est derrière ces fenêtres que travaille l'administration vaticane, ce qu'on appelle la curie. Des différents départements qui s'occupent des... Et ici, après 27 ans de pape polonais, nombreux sont ceux qui espèrent maintenant voir élire un nouveau pape italien. Voilà. Alors c'est une grande concentration des monsignori, des évêques, des clergés. Mais évidemment, pour Marco le vaticaniste, les intrigues romaines sont plus subtiles qu'on ne l'imagine à décrypter. Il n'y a pas une lobby le pro-pape italien, parmi les Italiens, parce que les Italiens sont très divisés. Alors il y a des Italiens qui voudraient qu'il y ait un pape de l'Amérique latine et peut-être un secrétaire d'État italien, parce que si on a un pape de l'Amérique latine, on réforme moins la curie. Alors par exemple, la curie est très internationaliste. Dans l'avion qui l'emmène à Rome, le jeune poulain de l'Église de France, Monseigneur Barbarin, toujours flanqué de son directeur de la communication, s'apprête à découvrir avec appétit les Jeux du Vatican. On parle beaucoup du poids des Italiens, par leur surreprésentation même. C'est classique quand même. Il y a toujours beaucoup plus d'Italiens que d'autres. Avant, c'était incroyablement disproportionné. Maintenant, non quand même. Vous n'avez pas l'impression qu'ils font une force de lobby, je dirais, au Vatican? Probablement, mais moi, je ne l'ai pas senti encore. Donc je ne le sais pas. Et c'est bien possible. Certainement que je vais sentir ces combats, ces affrontements. On va voir. C'est normal, hein, c'est humain, c'est un enjeu énorme. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait des tensions de ce genre. Ça ne m'affole pas. Hein. C'est une décision humaine. Et les décisions humaines ont toute la grandeur de leurs enjeux, y compris spirituels, et en même temps leur rudesse, vous voyez, leur épaisseur humaine, voire conflictuelle. Le pied à peine posé à Rome, le cardinal est rapidement mis dans l'ambiance. Monsieur le cardinal, bienvenue. Merci. Bienvenue à Rome. Tu vois comment on est accueilli gentiment. Bonjour. Alors, je suis avec Monseigneur. L'ambassadeur connaît les amitiés du cardinal lyonnais dans les milieux conservateurs italiens. Il veut le prévenir des manœuvres qu'il redoute dans les prochains jours à Rome. En aparté, bien sûr. Et là, le tout jeune cardinal Barbarin en a encore à apprendre sur le maniement du secret et des micros sans fil des équipes télé. Ça s'est su et forcément ça se sait. Et dans la vie, attention, tu as débranché ton truc? Tu n'as pas débranché. Donc. Je vais le faire, Où est ta boîte? J'en ai deux. Tu me la donnes? Non, c'est... Non, mais
Pour un instant, Monseigneur Barbarin fera bouche cousue. À la porte des arrivées de l'aéroport, les VIP en soutane se succèdent. Des rassemblements comme celui qui se prépare, il n'y en a pas eu depuis l'élection de Jean-Paul II, il y a 27 ans. Les chefs de toutes les églises catholiques du monde convergent ce jour-là. Voici Monseigneur Agré, le cardinal de Côte d'Ivoire, 79 ans. On revient au village. Vous revenez au village. Mais le papa est parti. Et on sent ce vide. C'est un vide qui est lourd à porter. Vous allez le combler, le vide, bientôt. Le Saint-Esprit nous aidera à combler ce vide. Parce que nous faudra un bon pape pour la chrétienté et pour le monde. Tout le monde attend. Tout le monde attend cet homme. Mais le Saint-Esprit lui a déjà choisi ce que j'appelle son joker. Il va le sortir. Face au poids des Européens, il est un des espoirs des églises africaines. Mais l'Afrique ne compte que 11 cardinaux électeurs sur les 115 qui vont voter. Il y a beaucoup de gens qui évoquent la possibilité un jour qu'il y ait peut-être un pape africain. Vous pensez que c'est possible? Mais ce n'est pas exclu. Il n'y a pas de texte qui exclut cela. Bon, jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Mais si le bon Dieu décidait que c'était le cas, il faudrait simplement s'interroger si nos frères dans le monde, nos frères occidentaux, accepteraient psychologiquement et spirituellement un pape nègre. Voyez? Est-ce que psychologiquement et spirituellement, on est prêt à cette révolution? C'est pas moi qui peux répondre. Que pensez-vous dans votre cœur, Monseigneur? Ce que je pense dans mon cœur, moi je suis ouvert. On est prêt ou pas? Je suis ouvert. Moi, je suis ouvert. Mais vous? Ça fait 15 heures que je voyage. Je suis vieux. Je suis vieux. J'ai de l'âge. Mais la meilleure chance du tiers-monde, c'est une autre église. L'église d'Amérique du Sud. Une église progressiste qui conviendrait bien à la France. Aujourd'hui, un catholique sur deux vit en Amérique latine. 500 millions de personnes. Nous sommes au séminaire qui forme les prêtres réputés les plus prometteurs du continent latino. Tous, ils sont destinés à devenir évêques ou cardinaux. Sous l'autorité d'un Colombien de Medellín, le père Londonio, le père spirituel du séminaire. C'est quoi ça là? Qu'est-ce qu'il y a au mur? Une partie de nos étudiants vient d'Argentine. Ceux-ci viennent d'Uruguay, du Paraguay, ceux-là du Chili, ceux-là viennent d'Équateur et ceux-là de Colombie. Loin de l'atmosphère de Saint-Louis des Français, l'ambiance ici est plutôt libérée. On pourrait presque dire coquine. No, no es amor. Lo que tú quieres, sientes, se llama obsesión, una ilusión. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, en lo que voy a parar. C'est sûr, nous célébrons la messe avec joie en chantant. Mais ici, en Europe, la culture est différente. Les églises sont vides, froides. Chez nous, les célébrations sont chaudes, animales, sensuelles. Un jour, l'un de ces jeunes prêtres sera peut-être pape. Une révolution aussi importante que l'élection d'un Polonais, il y a 27 ans. Un pape d'Amérique latine, ça aiderait beaucoup notre continent, et dans beaucoup de domaines, au niveau politique ou économique. Comme Jean-Paul II, il a beaucoup aidé la Pologne. Il a beaucoup aidé son pays. Je ne crois pas que cette fois-ci le pape sera sud-américain, mais un jour ou l'autre, il y aura un pape sud-américain.
Un pape dominicain, c'est possible. Problème majeur, l'église sud-américaine, c'est aussi la théologie de la libération. Une église ouverte au mariage des prêtres et à l'engagement politique. Une église qui a été marginalisée pendant 20 ans par Jean-Paul II. En clair, une église peu en odeur de sainteté au Vatican. Le Saint-Esprit va avoir beaucoup de travail à faire dans ce conclave. Beaucoup de travail. Il va falloir beaucoup d'engagement du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Dans l'Église aussi, l'appétit de pouvoir est terrible. Oui, dans l'Église aussi. Pour l'ambassadeur de France Pierre Morel et sa femme, à 3 jours de l'enterrement du souverain pontife, les nouvelles se précipitent. C'est Paris qui appelle. Ah bon? Ouh là là. Bon, alors c'est le nouveau dispositif, ça. Dans un premier temps, ils avaient parlé sécurité. Bien, on refait le point en remontant. Merci. Bon, anime-toi de courage. Le président arrivera presque certainement le jeudi soir. Donc, et lui est à la résidence avec sa suite étroite. Tout le reste, on lance des dizaines, 10 et 20 chambres pour précurseurs, délégations, etc. Très bien. C'est une suite sécurité-transmission ou bien il y a des... Oui. Pour le moment, je n'ai que ça. Très bien. Je peux lancer les brioches et les brasses. Toutes ces épreuves qui s'annoncent ne font pas l'affaire de notre ambassadeur. Son agenda est surchargé. Son objectif n'a pas varié, défendre la position de la France pour faire barrage au forcing des néoconservateurs italiens qu'il craint. Rendez-vous a été pris à Saint-Louis-des-Français, la paroisse de Max Cloupet. Après avoir fait passer son message au cardinal Barbarin, l'ambassadeur veut parler de ses craintes au cardinal Lustiger, qu'il sait proche du premier cercle du pouvoir au Vatican. Bien sûr, d'abord, il faut passer par une messe. Pour cette messe, nous prierons tout particulièrement, bien sûr, pour l'Église, pour le pape. Après l'office, l'ambassadeur va tenter d'avoir un aparté avec Monseigneur Lustiger. Mais il y a trop de caméras. Ils conviennent alors d'un rendez-vous plus discret. Comme convenu. L'entretien terminé, Max Cloupet propose de ramener l'ambassadeur à sa voiture, mais celui-ci lui ordonne de rester auprès de son cardinal. Vous arrêtez là. Depuis la mort du pape, les règles de l'étiquette ont changé. Il m'a dit que je n'avais pas à le ramener à sa voiture parce que, du fait que le pape est mort, tous les cardinaux sont souverains. Et donc je dois m'occuper du souverain avant de m'occuper d'un ambassadeur. C'est le spirituel qui prime sur le temporel? Ah non, ils sont souverains d'État. De l'État du Vatican. Mais ça veut dire que, politiquement, un cardinal est... Ah bah oui, tout au-dessus d'un ambassadeur. Une direction collégiale qui fait la fierté de Monseigneur Lustiger. Vous êtes un des membres d'une direction collégiale, là. Exactement. Et au sens technique du mot. Parce que l'idée de collégiale, ça n'a pas été inventé par le parti pour l'URSS, mais c'était inventé déjà depuis longtemps par l'Église, pour le gouvernement de l'Église. Mais là, il n'y a pas de tsar, c'est ça le problème. À plus. Alors que Saint-Pierre se réveille, l'arrivée imminente du président Chirac va ramener l'ambassadeur Morel à des considérations plus terre-à-terre.
mais tout aussi stratégique que l'émergence d'un complot conservateur au Vatican. Réunion à l'ambassade des Pays-Bas, le pays qui gouverne aujourd'hui l'Union européenne. Ce qui préoccupe l'ambassadeur, c'est de savoir qui fait le déplacement chez les autres Européens. Pour la France, il va falloir tenir son rang lors des obsèques qui s'annoncent. Oui, juste bien. Bonjour, Monsieur Morel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. En ce qui concerne le vendredi, tu vas mettre l'uniforme ou... Alors, grave question. Moi, je crois que normalement, je vais être avec le président et ce sera en tenue de ville. Madame l'ambassadeur des Pays-Bas est en retard, bloquée par la foule. Désolée d'être en retard. C'est quand on habite le plus près que c'est le plus difficile d'être à l'heure. On n'arrive même plus à traverser les rues. Un peu plus bas, une marée humaine entoure l'immeuble. Les voitures sont encerclées par la foule. Rome est devenue impraticable, même aux officiels. Les chauffeurs sont obligés de donner un coup de main aux carabiniers pour dégager le chemin et préparer la sortie des ambassadeurs. On va probablement passer sur le trottoir avec la voiture parce que les gens sont dans la rue, passent sur le trottoir. Donc on va inverser les choses, mais dans ces cas-là, il faut faire les choses... Vous êtes obligé d'avoir l'aide de la police. Oui, on trouve quand même une solution, on est italien. Ça, c'est une chose que tout le monde dit, donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Fin de réunion, coup de fil à l'Élysée pour rendre compte. L'ambassadeur a obtenu le détail des délégations officielles des autres pays européens lors de la cérémonie. J'ai toutes les présences, les heures d'arrivée, etc. Donc ça, c'était très utile. Italie, ils ne savent pas, mais il y aura forcément un parlementaire. Roumanie, Premier ministre, éventuellement le président, ministre de la Culture. Bulgarie, président, ministre des Affaires étrangères. Espagne, le roi, la reine, le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de l'opposition. Donc, il y a un parlementaire. Voilà ce que j'ai pour le moment. Donc, si vous voulez, cette configuration fait que il me paraît impossible de ne pas avoir le président du Sénat dans les 5. Le Vatican n'a accordé que 5 places en tribune officielle par pays. Problème, c'est beaucoup moins que prévu et ce n'est visiblement pas négociable. Mais surtout, ça peu importe, mais je veux dire, nous avons réessayé avec nos meilleurs contacts qu'on connaît depuis toujours au sein du système. Écoutez, la plus belle machine diplomatique en temps normal qu'est le Saint-Siège a disjoncté. Et donc, on n'en sortira pas parce qu'ils ne pourront pas entrer dans le moindre traitement particulier. Autre façon de marquer son territoire, la méthode à la George Bush. Les Américains débarquent au Vatican. Il pourrait rouler doucement, on n'est pas sur le circuit de Monza ici. Un tintamarre, une première, dans la Cité Sainte. Bush, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de Bush? Il pourrait quand même rouler doucement, Bush. Pas à toute vitesse. Des dizaines de véhicules hurlant avec radar, brouilleurs, services secrets, une démonstration. Nous, on est parqués comme des moutons. Les Américains, ils croient qu'on a des grandes avenues comme chez eux, mais nous, on est là, on est parqués comme des moutons. Et en plus, ils rigolent. Au quotidien La Repubblica, le journal de Marco Politi, c'est l'événement du jour. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. George Bush a pris tous les Européens de vitesse pour venir se recueillir devant le corps du pape, d'autant qu'il n'est pas venu seul, 2 anciens présidents et sa secrétaire d'État l'accompagnent. Vous voyez que dans tous les journaux, il y a déjà toutes les statistiques. En Amérique, aujourd'hui, à Washington, il y a un grand intérêt de savoir quel serait le pape.
parce que Jean-Paul II a pris une position très dure contre la guerre de l'Irak. Jean-Paul II est plutôt favorable aux droits internationaux et que toutes les situations aussi de guerre soient gérées par l'ONU. Et alors, il était très contre la politique néoconservatrice de Washington. Alors, cette fois-là, dans cette élection, il y a certainement un intérêt américain d'avoir un pape moins, disons, sur une ligne européenne contre la ligne de Washington. Et peut-être qu'il essayerait d'influencer aussi l'élection pour avoir un pape moins dur. À l'ambassade de France, Jean-Philippe Thiellet profite de la nuit pour rédiger au calme ses rapports à l'Élysée. Tous les jours, dans ce cas précis, on fait un point sur ce qui s'est passé au Vatican. Il est 22h15, les questions matérielles qui ont occupé l'intégralité de ma journée sont réglées avant celles qui se poseront demain. Et là, on prend un peu le temps pour dire à Paris, dire au gouvernement, aux autorités, ce qui s'est passé dans la journée. Et le Vatican, c'est important d'un point de vue relations internationales, géostratégiques. C'est important d'être bien avec eux. C'est pas un objectif en soi, mais quand le Vatican dit, ou quand le pape dit ponti et non muri, des ponts et non des murs, avec une claire condamnation du mur de séparation entre Israël et territoire palestinien, c'est une condamnation très forte. Lorsqu'il dit non à la guerre, alors que peut-être que les faits le contrediront, mais c'est une position très forte. Donc oui, c'est important de mesurer nos convergences. C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard de personnes qui entendent ce message. Exactement. Voilà. Bon, alors cet article 36 de la Constitution apostolique. Si dans les coulisses on spécule sur le nom du prochain pape, dans la rue, c'est une autre rumeur qui court. Dans quelques heures, la dépouille du pape ne sera plus accessible au public. C'est à cet instant qu'arrive Marie-Aude, 31 ans, une jeune femme venue de Paris avec 3 amis. On va prendre la queue à la queue. Elle a 14 heures de train dans les jambes, elle est catholique, très fervente, et elle a déjà rencontré Jean-Paul II personnellement à 3 reprises. Est-ce que vous savez combien il y a d'heures de queue? Alle 10 diceva. 10 heures. Ça casse un peu nos amis. Vincent et mon père, on nous annonce 15 heures de queue à peu près. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on est là pour ça. C'est-à-dire, moi, ça m'embêterait de dormir demain, sachant que je suis venu pour... si c'est possible, les 20 heures de queue, ils seront uniques dans ma vie, mais ce moment de vénération finale, il est unique aussi. À cet instant, ils sont encore 400 000 dans les rues de Rome. Venus du monde entier, ils sont tous exténués et cela ne fait que commencer. Ouais, tout le monde s'assied pour reculer et on distribue les couvertures et les gens commencent à s'allonger. S'asseoir où? Devant les barrières. Devant les barrières. Les jeunes Parisiens ne verront pas la dépouille du pape ce soir. Marie-Aude et ses amis ne renoncent pas pour autant. Après 3 heures de sommeil, l'aube s'annonce. Les derniers seront les premiers. Marie-Aude n'a plus qu'à se laisser guider vers le corps du Saint-Père. 16 heures de queue, on s'est dit que ça allait être très dur, mais finalement, c'est calme, c'est une ambiance sereine. Et puis surtout, on est conscient qu'on fait partie des derniers à pouvoir voir le Saint-Père. Et du coup, ça nous aide à tenir le coup.
Stanno arrivando, stanno arrivando. Fermarsi, avanti. Prego, signore. Prego. Non vi fermate, signore. Avanti. Prego, prego. Andiamo avanti. C'est impressionnant. Pourquoi impressionnant? Parce qu'on se rend compte que moi c'est la première fois que j'ai un rang de façon plus là. J'ai toujours grandi avec lui, donc on réalise pleinement entrer dans la vie éternelle et qu'il n'est plus de ce bas monde. Il est 6h30. Dans quelques heures, la dépouille du pape ne sera plus accessible au public. Une demi-heure plus tard, veille des obsèques, c'est notre dernière chance d'obtenir un entretien avec les cardinaux électeurs. La plus haute autorité du Vatican a exigé qu'ils cessent de parler de la succession de Jean-Paul II aux médias. Pas de quoi faire frémir le vieil arbre d'Abidjan, le cardinal Agré. Vous savez, ici, moi, j'étais étudiant. Lorsque on devait élire après Pie XII, j'étais étudiant ici, on parlait toujours d'un tel cardinal, parce qu'il était ceci, parce qu'il était cela. Les journalistes l'agressaient, faisaient déjà des articles, un tel sera pape, et puis il est rentré à Gajanian, il s'appelait. Et puis quand il est sorti, ben, il était cardinal. Quelquefois, en mettant des gens déjà papes, et puis ils en sortent cardinaux. Bon, allons. Les journalistes font leur travail. Aujourd'hui, une réunion plénière doit les rassembler tous pour la première fois pour mettre au point les derniers préparatifs des funérailles. Monseigneur Lustiger et Monseigneur Honoré, eux aussi, ont accepté qu'on les accompagne. Mais le duo est bien rodé. Il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises avant d'obtenir une réponse claire sur la succession de Jean-Paul II. Par où peut-on passer par là? En attendant, la réunion a lieu à 10h et Rome est totalement congestionnée. On va quitter le Corso. Il y a eu la police qui... Il y a eu la police, j'ai fait attention. Ah oui, qui nous a déviés, là. Oui. À travers un dédale. Deviamo prendere il tunnel. Si. Ah, il revient au Largo Argentina, on va passer par là probablement. Ça. Monseigneur Barbarin, lui, a choisi d'aller à pied. Bonjour, bonjour madame. Et lui aussi, accompagné. Agence catholique d'information de Pologne, j'étais à Lyon. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça? Non? Ah, vous vouliez un petit peu marcher, non? Ah oui, d'accord, attention. Faites attention. Et puis, on va à pied jusqu'au Vatican comme ça? Un petit peu, non? Oui, très bien, très bien. Il semblait que vous aviez vu... Pas de problème, pas de problème. C'est pas vraiment beaucoup de travail, c'est une grosse responsabilité et une seule chose à faire à laquelle il faut bien réfléchir, pour laquelle il faut beaucoup prier avant. Malgré les consignes de silence, chaque clan, chaque sphère d'influence rassemble ses troupes et affiche clairement ses convictions. Le prochain pape sera-t-il l'homme d'une église de liberté ou au contraire conservatrice? Tous vont tenter une dernière fois de convaincre que leur choix n'est pas animé par des considérations politiques. Il ne faudrait pas l'emprisonner, ce pauvre pape qui va venir dans le moule de Jean-Paul II. Ce serait vraiment aller contre le droit des hommes. Oui, pourquoi voulez-vous qu'il soit exactement la même chose? C'est comme si on demandait à Chirac d'être comme Mitterrand. C'est pas juste. Moi, je ne vois pas du tout un autre Jean-Paul II surgissant, botté, casqué pour l'Église. Hein. Un Jean-Paul II casqué et botté, une allusion au clan des conservateurs qui intrigue en coulisses, une grille de lecture que Monseigneur Lustiger, lui, rejette en bloc. C'est le patron qui choisit. Alors, le patron, pour nous, c'est Dieu. Donc c'est difficile de faire un profil, un profil de poste. En réalité, c'est bien des choix. Nous sommes toujours tentés dans... Que facciamo?
Il giro completo. Non so dove entrare. La via dei Perugini, non lo Andiamo al Perugino. C'est ok. Nous n'en parlons pas parce que les cardinaux ont demandé hier aussi qu'on ne parle pas du futur pape et qu'on ne parle pas du conclave. Donc je n'en parle pas. Je crois que les hommes sont tous des hommes et que dans le cœur d'un homme, il y a aussi celui d'un enfant. Un amour de toujours, un amour qui n'arrêtera jamais, quelles que soient les circonstances, et aussi un amour qui ne nous cédera à rien. Mais ne nous trompons pas. Hein, ne nous trompons pas. Par exemple, du XXe siècle, qu'est-ce qui aura plus d'importance, Jean-Paul II ou Mère Teresa? Ben, vous en savez rien. Voyez. Et le nom de Jean-Paul II restera, non pas à cause du fait qu'il a été un pape à Rome avec des foules, etc., restera à cause de sa sainteté. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, pour moi, c'est une chose que l'histoire prouve énormément. Le monde entier connaît Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, c'est lui qui nous a donné les crèches, qui a inventé le chemin de la croix. Non filme. Les télécaméras fuori dalla piazza. Pour les cardinaux en voiture, c'est à 100 mètres de là que ça se passe. Il est 10h-5, porte Sainte-Marthe. Embouteillage de Calotte Rouge et de Berline. Nous avons passé une première fois les portes de la cité interdite dans la voiture de l'ambassadeur. Cette fois, c'est celle du cardinal Lustiger qui nous permet de franchir la frontière. Emporté par sa verve retrouvée, Monseigneur ne s'en aperçoit même pas. C'est pas l'élection du président des États-Unis ou du président de la République française. C'est pas le même système. On n'obéit pas à la même logique. Voilà. On a donc besoin de silence. On a besoin aussi de se purifier le cœur, l'esprit, le jugement, pour essayer de voir à peu près. Les cardinaux ont besoin de silence. Cela n'empêche pas, bien entendu, les conciliabules. À peine arrivés à la réunion préparatoire, cette fameuse congrégation prélude au conclave, les évêques français n'ont qu'une hâte, se retrouver. Mais là, nous sommes instamment priés de rester à l'écart. Au même moment, à l'ambassade de France auprès du Vatican, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde est réquisitionné. Le président Chirac arrive ce soir à l'ambassade où il passera la nuit. Outre l'hébergement du couple présidentiel, l'ambassadeur est responsable de l'accueil de toute la délégation officielle qui vient de France et aussi des Français de Rome. Toute l'ambassade est sur le pont. En ce qui concerne l'arrivée des cardinaux, le cardinal Penefieux arrive en voiture cet après-midi. Et le cardinal Honoré, on n'arrive pas à le joindre. Les services de sécurité de l'Élysée débarquent. Pierre Morel a l'œil sur tout. On met toute la sécurité là. On va lui installer un petit bureau. Très bien. Donc les chaises, vous descendent. Vous me prévenez quand c'est terminé. D'accord. Outre les 5 sièges réservés à la délégation officielle, l'ambassade a obtenu 150 places assises pour les VIP de la France. Jardinage et cuisine diplomatique. Les places ne sont pas numérotées, il faut donc arriver très tôt à la cérémonie pour pouvoir constituer un carré français qui en impose aux autres délégations. Pour la secrétaire de l'ambassade, l'horaire du rendez-vous est délicat à annoncer. Maintenant, je mets 5 places dans une enveloppe, mais il faudrait être là 5-6 heures du matin. 5-6 heures du matin. 5 heures du matin, très vite c'est l'inquiétude. L'horaire très matinal risque d'en dissuader plus d'un. Alors que dehors, on se prépare déjà à camper dans l'ambassade, Pierre Morel convoque une réunion. L'ambassadeur doit être sûr maintenant de pouvoir occuper tous les sièges réservés, sinon il perd la face et la France aussi. Il faut occuper notre place. On n'est pas là pour se compter, mais dès lors qu'on a le sentiment que... Bon, il faut quand même être présent, et en même temps, il faut que les gens tiennent parole. On ne peut pas avoir un carré vide ou un carré clairsemé, si vous voulez. Et donc, on a fait un effort pour eux. La contrepartie, c'est que, ils viennent. On ne change pas d'avis. Oui. Le personnel de l'ambassade est mobilisé. Ils vont partir à 5 heures du matin, place Saint-Pierre, pour essayer de constituer un carré VIP français honorable. Je viens être volontaire, mais qu'est-ce que je fais? Mon vélomoteur, je le laisse où? Après, je dois... Ah ben non, je ne viens pas ici, mais tu alors. vas à pied au Vatican? Non, oui, ça, oui. On y va à pied. Absolument. Mais pour faire passer la pilule de la marche à pied, du réveil matinal et remercier les nuits blanches,
l'ambassadeur a prévu un petit cadeau qui arrive. Ouais. 7 minutes. Là, on est en place. Il y a les carabiniers, tout le monde est là. Pierre Morel s'en revient de l'aéroport où il est allé accueillir le président de la République. Le couple Chirac dormira ce soir dans la résidence de l'ambassade. Mais avant une courte nuit de sommeil, Pierre Morel offre à ses collaborateurs une poignée de main. Si vous voulez bien, je vais vous présenter mes collaborateurs, Monsieur le Président. Monseigneur Pouillou, conseiller ecclésiastique. L'accomplissement pour eux d'une semaine de préparatifs. Bienvenue à la maison. Bonjour d'abord. Merci. Parfait. Oui. C'est un peu l'accomplissement d'une semaine de travail. Ça ne fait que compenser. On ne dit pas un accomplissement maintenant, croyez-moi, on croise ses doigts. Lendemain matin, 1 heure avant le début des obsèques, alors que l'équipe de l'ambassade est déjà depuis longtemps sur place au Vatican, Jean-Philippe Thiellet s'attend à partir avec la délégation officielle. Problème, elle part sans lui. L'habit de cérémonie, parfait pour le protocole, mais pas pour la course. Impeccable dans son sprint, il réussira à saluer le président dans la foulée, avant de sauter dans le bus. Direction Saint-Pierre. Chez les cardinaux, c'est aussi le grand jour. Il y a un petit problème derrière. C'est comme ça qu'il faut être? Oui, c'est comme ça. J'enlève ça. On n'imaginait pas qu'il puisse être organisé à ce point. Soyez pas méchants, Comme quoi, je me méfier des jugements a priori. Quand je parle d'organiser, c'est sur ce plan-là précis. Pas pour le reste. Le reste, je sais bien que tu es un grand foutoir. Réveil douloureux et moins protocolaire dans les rues de Rome. Un quart d'heure avant la cérémonie, le père Max Cloupet pénètre à l'intérieur du périmètre des invités. Notre mini-caméra s'est invitée elle aussi. Bien plus loin, les yeux rivés sur les écrans géants, Marie-Aude et ses compagnons ont oublié leur fatigue des dernières heures. Il a autre chose à faire. Bush se fait siffler en arrivant. Bon, siffler, je ne sais pas, mais on entend des sifflements. Il y a Clinton qui est à côté de lui. La place de Max Cloupet est réservée aux premières loges de la cérémonie. Il rejoint les évêques à droite. À gauche, les officiels italiens sont au premier rang. Un peu plus haut, les représentants musulmans. À l'heure où le cercueil est amené sur la place, 70 chefs d'État ont fait le déplacement. L'instant est exceptionnel. La cérémonie est présidée par Monseigneur Ratzinger, 77 ans, doyen des cardinaux et l'un des favoris des prélats conservateurs pour succéder à Jean-Paul II. Notre mini-caméra passe la frontière de la cité interdite sous le nez du garde suisse. George Bush s'est éclipsé très vite, mais le président Chirac s'attarde en coulisses. Première impression sur les obsèques au cardinal Lustiger. C'était aujourd'hui. Oui. C'était aujourd'hui qu'on devait se rencontrer. C'était une superbe cérémonie. Finalement,
qui a passé tout à l'heure. Et une magnifique organisation des Italiens. L'ambassadeur n'est pas loin et veille au grain. C'est l'épouse de notre ambassadeur. Un petit coup de pression diplomatique pour que le cardinal Honoré s'engage et représente les intérêts de la France lors des congrégations des cardinaux. C'est justement l'opportunité pour les cardinaux. La mayonnaise répand. Eh bien, aidez-la. C'est une succession d'efforts, ce genre d'entreprise. Non, je vous assure, ça vaut la peine. 5 cardinaux français sur 117, c'est peu. Le cardinal Honoré est un atout de plus pour faire entendre la voix de la France. Oui, mais ils ont besoin d'entendre toutes les voix. Enfin, je regrette de ne pas être là. Bien sûr. En tout cas, le cardinal retraité se fait prier. L'ambassadeur insiste encore une fois. Je sais, mais on trouvera toujours des relais, monsieur le cardinal. Entre eux, il y aura toujours des relais. On est là pour ça. Ah, mon cher ami, comment ça va? C'est gentil d'être venu. J'ai compris que c'était très bien passé avec l'Iran. Finalement, le carré VIP français s'est reconstitué presque naturellement autour de Jacques Chirac. Détendu, comme à la maison, une claque dans le dos d'un ministre allemand, une poignée de main à une ministre irakienne rencontrée chez les Bush. Une tête connue qui traverse l'écran. La diplomatie française au travail, comme on ne l'a jamais montré. Une dernière photo souvenir avec Lula, le président brésilien, et les autres amis de la France. Max Cloupet, lui, aimerait bien serrer la main du président. C'est difficile, mais il a un allié de poids, Jean-Philippe, remis de son sprint du matin. Non, mais le président s'en va. Recteur de Saint-Louis. Bonjour. Et bien près de la cathédrale de Bordeaux où il retourne auprès de Monseigneur Picard. Jacques Chirac n'est guère intéressé. Madame prend le relais. Le cardinal Lustiger nous a dit qu'il allait... Vous venez jamais à Saint-Louis? Ah si. Je ne viens pas très souvent à Rome, mais je viens toujours. La dernière fois nous sommes venus à la Trinité. Voilà. Le cardinal Lustiger nous a dit qu'il allait passer 8 jours, là, avant l'ouverture du conclave à Saint-Louis. On nous soigne bien. Oui, il va bien. Oui, très bien. Il va bien. Surprise au milieu des robes rouges, un turban noir, le président iranien. On vient de voir passer le président iranien, c'est fou quand même. Un pape, on prend de la mesure de son importance, ça dépasse les chrétiens. C'est aussi l'homme de la paix, c'est celui qui a visité le monde pour essayer de faire avancer la cause de la paix. Et qui a été très attentif aux problèmes orientaux. Ça, ils le savent. N'est-ce pas, monsieur le cardinal? Élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire, cette vérité. Une dernière question à Monseigneur Barbarin. Enfin connaisseur des médias, il va tenter la petite phrase qui fait mouche lorsqu'il aperçoit notre caméra. On a l'impression qu'il y a une grosse... C'est difficile de remplacer un pape comme lui. Et c'est pas important, il ne faut pas se faire de soucis pour ces successions, etc. On s'en fiche. Parce que, si vous voulez, chacun a sa grâce. Donc à partir du moment où il est élu, il agit sur sa grâce et ce sera bon. Parce que, imaginez que ce soit Ratzinger qui soit élu, il a 77 ans, ça durera peu de temps. Ce mec-là, il est absolument lumineux, il n'a rien à voir avec Jean-Paul II, mais il est lumineux. Une nouvelle fois, Monseigneur ne peut s'empêcher de parler de ses collègues cardinaux. Moi, je trouve que rien à voir, c'est bien. Et de lui-même. Ça donne une liberté. Par exemple, moi, je suis successeur de Cardinal Billet, que j'admirais, qui était un homme d'une clarté, d'une limpidité. Enfin, vraiment, j'avais une admiration profonde pour lui. J'ai rien à voir avec lui, c'est pas de ma faute. Les derniers mots avant le silence du conclave. Le pape le plus charismatique du XXe siècle s'est tu à jamais. Place au souffle de l'Esprit Saint, et ils sont nombreux, ceux qui se portent volontaires pour l'aider dans son choix. Yeah, that's right.